Bienvenue dans l'événement du dimanche LCI, ravi de vous retrouver. Bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour Madame Chantre. Merci d'avoir accepté notre invitation, député RN de la Somme, membre du bureau national du Rassemblement national. À mes côtés pour vous interroger durant cette heure d'interview, Arlette Chabot, bonjour à vous. Bonjour. Énormément de sujets à aborder ensemble avec vous, qui avez été élu, on le souligne, député de l'année par le Trombinoscope, l'annuaire professionnel du monde politique. Et ça ne plaît pas à tout le monde, d'ailleurs on y reviendra ensemble. Motion de censure spontanée du Parti Socialiste, la voterez-vous, alerte de la Cour des comptes ou encore la leçon des Américains à nous, Européens et plus précisément Français. Mais d'abord, Jean-Philippe Tanguy, l'affaire Betaram. Le Premier ministre s'est rendu hier à Pau pour rencontrer l'association de victimes de violences et d'agressions sexuelles de ce collège-lycée de Notre-Dame Betaram. Et il le dit, il l'affirme, on va l'entendre, il a fait tout ce qu'il devait faire quand il était ministre de l'Éducation nationale en 1996. Écoutez-le. Mea culpa, ça veut dire c'est ma faute. Et je vous assure que ce n'est pas de ma faute. J'ai fait tout ce que je devais faire quand j'étais ministre, et j'ai fait tout ce que je pensais devoir faire quand je ne l'étais plus. Jean-Philippe Tanguy, le Premier ministre, après cette déclaration nouvelle, vous a-t-il convaincu ? Écoutez, je ne sais pas, c'est une histoire vraiment épouvantable, très compliquée, et en fait, la France est en train de redécouvrir ce que malheureusement les différents responsables politiques, mais aussi, il faut bien dire, collectivement, sans doute, la société française n'a pas voulu faire, c'est avoir un travail de vérité et de responsabilité sur les victimes, sur tous ces enfants, ces adolescents qui ont vécu, subi ces violences, ces agressions, ces harcèlements, ces viols pendant des années dans des institutions scolaires, privées, publiques, dans un certain nombre d'institutions qui pouvaient s'occuper d'enfants, de jeunes enfants, d'adolescents, encore aujourd'hui. La cause de l'enfance n'est pas gérée à la hauteur des défis. Il y a encore beaucoup d'enfants qui vivent des violences épouvantables dans ces institutions, dans l'aide à l'enfance. Tout ça n'est pas du tout à la hauteur des défis. Et ce qu'on est en train de vivre finalement, ces responsables politiques qui n'ont pas assumé leurs responsabilités pendant trop d'années. Je ne sais pas ce qui s'est passé à Betaram, en tout cas, quand il dit qu'en tant que ministre de l'Éducation, donc entre 93 et 95, il a fait ce qu'il devait faire. Non, voilà, ça ne le rend pas coupable. Et c'est pas pour lui mettre tout sur le dos, mais non, encore dans les années 90, après son passage à l'Éducation nationale, il y a eu le pas de vague, encore jusqu'à une période très récente. Est-ce que c'est fini ? Je n'en suis pas sûr, contrairement à ce qu'a dit M. Attal, par exemple. Le pas de vague existe encore. Le fait de minimiser systématiquement les violences que subissent les enfants et les adolescents existe encore. MeToo n'a pas eu beaucoup de lendemain. Moi, j'étais un des... On n'était pas nombreux à droite à ne pas se moquer de MeToo ou à prendre ça au sérieux parce que ça venait de la gauche. La gauche a voulu faire un objet politique qui était complètement hors de propos. Mais les témoignages courageux d'enfants, d'adolescents, de jeunes adultes ou d'adultes avec un certain âge maintenant, c'est toujours à écouter, à prendre en considération. Donc, on entend votre prudence, mais il a pris effectivement beaucoup de pincettes dans la manière de présenter les choses. L'affaire est très complexe et vous avez raison de le souligner. Mais Arlette, la France insoumise continue de dire que le Premier ministre a menti. Il a menti, il doit démissionner. Est-ce que vous partagez ce sentiment et cette volonté ? Si, il a menti sciemment, c'est-à-dire pour protéger une responsabilité ou une erreur grave qu'il aurait commise à l'époque. Il y aura sans doute des suites, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas, contrairement à la France insoumise, c'est aussi la France inquisition, la France inquisitrice. Ils savent tout, ils sont au courant de tout. Ils travaillent avec un certain nombre d'officines qui n'ont pas toujours raison. S'il a menti, parce que 30 ans après, et pour des raisons peut-être psychologiques qui sont liées au ressort de cette affaire, le fait que sa propre famille a pu être scolarisée dans cet établissement. Plusieurs de ses enfants, en effet, c'est-à-dire scolarisés. Voilà, au Parlement, on vous pose une question, est-ce qu'il était au courant avant, je ne sais pas, est-ce qu'il s'est emmêlé les pinceaux, je ne sais pas, puis surtout, moi je ne suis pas là pour défendre en soi M. Bayrou, moi je défends un principe. Marine Le Pen a toujours été très attachée qu'on traite nos opposants politiques comme on doit traiter n'importe quel être humain, n'importe quel Français et Française, le respect évidemment de la présomption d'innocence, ne pas faire des procès à la place de la justice. Quand vous dites, moi, je ne sais pas. Quand vous dites s'il n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire, ou bien s'il est intervenu dans une procédure, c'est ça qui serait grave, qu'il soit intervenu. Exactement. Pour stopper une procédure,
pour épargner, pour protéger des gens qui auraient été accusés ou soupçonnés d'eux. C'est ça qui ferait la gravité, effectivement. Moi, ce qui m'inquiète, et c'est pour ça que j'ai voulu parler de ce phénomène, enfin, c'est pas un phénomène, de cette tragédie historique qui a frappé la France et d'autres pays européens d'ailleurs. Moi, je me souviens très bien des années 90. Moi, j'étais à l'école primaire et je me souviens des cours qu'on nous donnait, ça venait du Québec, des cours qu'on nous donnait de prévention contre la pédophilie, les agressions sexuelles. Je me souviens très bien de ces cours. Donc je me souviens qu'il y a eu une réaction de l'État. Mais je me souviens aussi du pas de vague à côté. Voilà. Et dans la vie de chacun, malheureusement, on a pu rencontrer des victimes et qui n'ont pas été considérées. Donc ce qui m'inquiète derrière tout ça, c'est le petit milieu qu'on voit derrière cette tragédie Betaram. C'est toujours pareil, c'est un corps enseignant qui ne veut pas voir, des autorités, une inspection qui n'a pas voulu voir, certaines familles un peu des notables. Non mais je vais finir ça, oui, parce que c'est ça la France aussi, hein. Nos territoires, une notabilité locale, faut pas faire de bruit, on le connaît, c'est l'omerta. L'omerta, exactement, ne jamais considérer la parole des enfants, des adolescents, une fois plus, parce que ce sont des enfants, ce sont des adolescents, donc leur parole n'est pas sans doute assez considérée. Voilà. Vous dites que c'est des pratiques qui ont toujours cours aujourd'hui. C'est ça que vous dites ? Vous sous-entendez ? Il nous a été dit, avec M. Attal, qu'il n'y avait plus de pas de vague. Le pas de vague, ça concernait les violences subies par les professeurs, qui sont intolérables évidemment, mais ça subissait aussi le fait de mettre sous le tapis un certain nombre de violences subies par les enfants. J'espère que c'est traité. Moi, je me souviens que Marine Le Pen, au présidentiel, a été la seule candidate à vouloir parler des droits des enfants. J'ai ma collègue Caroline Parmentier qui siège à la délégation pour la protection de l'enfance qui me dit régulièrement que non. Ce pas de vague, malheureusement, ça continue, qu'il n'y a pas les moyens nécessaires, il n'y a pas les écoutes. Et puis, à l'image, malheureusement, de tout ce que subissent les victimes dans notre pays, la justice est faible. La justice pénale est faible. Et quand on voit un certain nombre de condamnations au quotidien dans les gazettes, dans les journaux, quand on voit comment sont traitées les affaires de pédophilie, de pédocriminalité, d'inceste au sein des familles, avec des peines dérisoires, des gens qui sont remis dans la nature au bout de seulement 2, 3, même 5 années, qui sont encore capables de commettre des méfaits et dont tout le monde se fiche à part le Rassemblement national. Oui, je pense que derrière l'affaire Bayrou, je ne sais pas comment ça finira. Et moi, une fois de plus, je ne suis pas un inquisiteur. Ce que je sais, c'est que est-ce qu'enfin dans notre pays, on va protéger les enfants et les adolescents du mal qu'une petite minorité leur fait ? J'espère qu'il y aura un avant et un après, et j'en doute. Mais qu'est-ce qui vous conduirait à demander, à exiger la démission du Premier ministre sur cette affaire ? Factuellement, qu'il soit établi de manière claire que M. Bayrou serait intervenu. Mais le dire, c'est déjà l'accuser de quelque chose. Vous voyez, on serait intervenu pour protéger des criminels et pas pour protéger des victimes. Jordan Bardella disait hier, s'il a menti devant la représentation nationale, vous faisiez référence à ses propos qu'il a tenus au sein de l'Assemblée cette semaine, c'est bien sûr extrêmement grave. Disant aussi que finalement, peut-être devrait-il démissionner. Est-ce que vous êtes sur ce point d'accord avec Jordan Bardella ? Jordan Bardella a raison, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La seule petite nuance que j'ai dit, si vous voulez, c'est que moi je sais comment c'est la politique. Ouais. S'il arrive au Parlement qu'on l'interroge sur des faits aussi graves commis il y a 30 ans, vous pouvez vous tromper de bonne foi. Ouais. C'est-à-dire, il y a entre mentir pour couvrir des actes épouvantables ou des infractions immorales. Épouvantable, c'est le crime, l'agression, l'infraction morale, c'est de ne pas le dénoncer. C'est très grave. Par contre, si c'est juste parce qu'il s'est trompé, malheureusement, sur des... Alors, et puis, quand on est victime, attention, moi je comprends aussi le point de vue des victimes. Quand on a été victime, parent de victime, proche de victime, et qu'un Premier ministre, quelqu'un d'aussi important, se trompe sur votre affaire, évidemment, vous le vivez d'une manière très cruelle, et c'est normal de le vivre comme ça. Que la France insoumise se prétende la voix des victimes, alors que c'est un parti qui relativise systématiquement les méfaits, les criminels, et qui pense que c'est toujours la faute de la société et jamais des ordures. Nous, à la Rassemblement national, on a une vision très claire. Ce sont évidemment les personnes qui agressent, violent les enfants, qui doivent être très sévèrement punies. C'est sans doute le crime, en tout cas de mon point de vue, le plus épouvantable qu'un être humain puisse commettre sur un autre. Procès tout à fait politicien, comme dit Gérald Darmanin. Vous partagez donc ces propos à vous entendre ? Non, je ne sais pas. Voilà, c'est-à-dire que je ne veux pas tomber dans l'inquisition de la France insoumise, mais le fait d'absoudre aussi sur une affaire aussi grave spontanément, ça fait partie
et on en revient à ce que je disais au début, de ce système qui se protège. Donc moi, je ne suis pas juge, je n'étais pas là, je ne suis pas le grand inquisiteur de la Mélenchonie, mais d'un autre côté, le fait que tout le monde se précipite pour dire il ne s'est rien passé, ça me choque aussi. Jean-Philippe Tanguy, passons maintenant à la situation politique. Normalement, une motion de censure spontanée devrait être déposée demain, prenons du conditionnel par le Parti socialiste, examinée donc normalement mercredi. Il dénonce la dérive droitière du gouvernement, avec notamment l'utilisation de ce mot, ce sentiment de submersion migratoire utilisé par le Premier ministre. Ma question est simple et directe. Le Rassemblement national votera-t-il cette motion de censure spontanée déposée par le Parti socialiste ? Jordan Bardella a répondu à cette question. Il a fait comprendre qu'il ne souhaitait pas la voter. Il a raison, c'est une espèce de manœuvre de dispersion de la part des socialistes qui veulent faire oublier. On avait l'habitude avec les insoumis qui multipliaient les outrances, les procédures qui n'avaient pas de sens pour faire oublier qu'ils avaient systématiquement voté pour Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, qu'ils avaient systématiquement fait élire des députés macronistes, y compris Madame Borne, responsable de la réforme des retraites, contre des députés patriotes et populaires que nous présentions. Et maintenant, les socialistes font pareil, c'est-à-dire que comme ils ont sauvé les fesses systématiquement de la Macronie, ils essaient de faire croire qu'ils lavent plus blanc que blanc. Je pense que personne n'est dupe. Par ailleurs, dire que ce gouvernement fait une politique ferme sur l'immigration, c'est leur faire bien trop d'honneur. On n'a jamais eu autant d'immigrés légaux, jamais eu autant d'immigrés illégaux. Les OQTF sont à un niveau d'exécution indigne d'une république. Et on y reviendra. Le niveau de violence Jordan et d'irresponsabilité pénale dans notre pays est consternant. Jordan Bardella dit non, Arlette, mais dans votre groupe, ça en chatouille peut-être quelques-uns. Sébastien Chenu était moins ferme sur la question. On a l'impression que là, vous faites ce suspense, vous dites les socialistes, je reprends votre expression, guillemets, sauvent les fesses du Premier ministre. Est-ce que vous continuerez aussi à sauver ses fesses? Combien de temps? Ou est-ce que vous ne vous interdisez pas de le censurer? Et sur quelle question? Non, on ne s'interdit évidemment pas de censurer. Sébastien Chenu a eu raison de mettre en tension aussi le Parlement. La politique, c'est un rapport de force. Vous aimez bien entretenir au Rassemblement national une sorte de vrai faux suspense. On s'en cache pas, mais oui, c'est pas un vrai faux suspense parce que plusieurs fois, je pense que nous avons, dédié les pronostics et que nous avons surpris nos adversaires politiques et c'est eux que nous voulons surprendre. C'est normal parce que d'une part, vous ne savez jamais ce que vos adversaires vous réservent aussi, et surtout ce qu'ils réservent à la France. Donc le lot des mauvaises nouvelles au quotidien, ou parfois le temps qu'il est nécessaire aussi pour enquêter sur un certain nombre de dispositions qui ont l'air inoffensives comme ça, mais qui en fait sont très graves sur le fond, par exemple sur l'immigration, le fait que le Doualem n'a pas pu être expulsé, la justice s'est fondée sur une disposition votée par M. Retailleau, président du groupe LR au Sénat. Oui, donc le diable est souvent dans les détails, donc le temps révèle tout, comme disait Euripide. Et moi j'aime bien ce philosophe grec qui effectivement laissait le temps révéler la vérité contre les mensonges de nos adversaires. C'est une question d'opportunité, c'est-à-dire au moment où vous trouverez un texte qui ne vous plaira pas, ou bien vous pensez que ce sera un moment politique intéressant ou important pour vous. Oui, mais aussi un moment qui est utile aux Français. Là aujourd'hui, si on censure ce gouvernement, M. Bayrou tombe, il sera remplacé par un clone. La différence entre M. Barnier et M. Bayrou peut faire le jeu des 7 différences, je pense qu'on en trouvera à peine une. Voilà, donc en fait, remplacer l'un par l'autre, on a bloqué M. Barnier, non pas sur sa personne, parce que ce n'est pas une question de personnel, c'est parce que, en censurant M. Barnier, on a pu indexer les retraites sans l'inflation, donc 6 milliards de pouvoir d'achat pour les retraités, et surtout les petites retraites, parce que je rappelle qu'on parlait des retraites de la sécurité sociale, et pas les super retraites des complémentaires, de certaines complémentaires, pardon. On a permis le remboursement ou l'absence de déremboursement des médicaments, et on a protégé les classes moyennes de 3 milliards de taxes sur l'électricité. Donc là, on avait une action utile. Là, M. Bayrou tombe parce que les socialistes veulent blanchir leur irresponsabilité politique et le fait qu'ils ont acheté. Rester au conditionnel, il ne tombe pas encore. Oui, voilà, mais bon, si on arrivait à ça, il se passerait quoi pour la France? Rien. Bon, on aurait une nouvelle crise politique, on aurait un nouveau casting, on aurait une espèce de vaudeville, à savoir qui rentre, qui sort, qui trompe qui est cocu, qui ne l'est pas. Bon, ça ferait pas beaucoup avancer. L'intérêt des Français. Rapide question sur votre groupe, le Rassemblement national. Il y a une liberté de vote ou pas? Parce que vous-même, Jean-Philippe Tanguy, le 5 février dernier, à l'occasion de l'une des dernières motions de censure, où il y avait une forme de suspense, vous étiez très, 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 très contre François Bayrou. Vous n'avez pas mâché vos mots. Et on comprenait à vous entendre que la censure, vous vouliez la voter.
Finalement, le RN ne l'a pas voté. Vous avez raillé notamment les députés de la Macronie, les décrivant comme des Playmobil qui écoutaient aux ordres. Est-ce que chez vous, c'est un peu pareil finalement? On doit forcément écouter la chef qui est Marine Le Pen qui décide et la suivre derrière? Ah mais nous avons eu un débat au groupe. Moi, je suis en charge des questions financières. Je représente Marine Le Pen et Jordan Bardella en commission des finances et à la commission mixte paritaire. C'est le petit groupe qui réunit les sénateurs et les députés pour se mettre d'accord sur le budget. Moi, en tant que représentant du budget, j'ai dit à Marine et Jordan, ce budget devrait être censuré. Il est très mauvais pour les Français. Vous étiez pour la censure? Mais je l'ai dit publiquement et ils m'ont permis de le dire. Ouais. Donc oui, il y a une liberté de réflexion. Mais au final, mais il y a on pense librement. On s'exprime librement tant que la réflexion est en cours. Et après, il y a une décision commune au groupe qui a été prise avec Éric Ciotti, qui était aussi présent avec les députés de son parti. Et collectivement, on a pris une autre décision. La liberté de parole doit nourrir le débat. La liberté de réflexion, elle doit permettre une réflexion collective pour prendre la meilleure décision possible avec Marine Le Pen et Jordan Bardella. C'est pas Jean-Philippe Tanguy, la diva, qui doit toujours avoir raison sur tout et qui pense avoir raison sur tout. Je ne pense pas avoir raison sur tout. Voilà. Et si je pensais ça, je serais un bien piètre représentant du Rassemblement national en commission finances. On peut avoir une opinion, on l'a dit. Et après, il y a un débat, et puis on se rallie à la position dominante. C'est la démocratie aussi interne parlementaire. La démocratie, c'est pas que pour les autres. Donc il y a aussi, c'est vrai, beaucoup d'hommes et de femmes politiques qui sont toujours pour la démocratie, qui sont toujours pour qu'on consulte tout le monde et qui pensent toujours avoir raison sur tout. Ce n'est pas mon cas. Pas de frondeur au RN. Non, mais c'est pas une question. Culture. Parce qu'on peut fronder pour des raisons de fond. Il y a des frondeurs opportunistes qui font ça pour leur carrière. Bon. Et puis il y en a qui peuvent être en désaccord avec une ligne politique. Moi, je ne suis pas du tout, j'ai pas le début d'un désaccord avec la ligne politique de Marine Le Pen et Jordan Bardella, évidemment. Mais j'ai donné mon opinion sur les finances. Mais la censure, et c'est très important de l'expliquer aussi, ça explique pour les socialistes, c'est pas que les finances. Vous faites tomber un gouvernement. Donc il y a des conséquences politiques, il y a des conséquences sur les marchés financiers, il y a les entreprises et les ménages qui peuvent être inquiets, il y a les fonctionnaires qui peuvent se poser des questions. La vacance du pouvoir. Beaucoup de vos électeurs vous l'ont dit aussi, ça a pesé aussi dans le choix. Non, sincèrement, non. Je n'ai pas rencontré, en tout cas dans la somme d'électeurs qui m'ait reproché la première censure, bien au contraire. Par contre, Marine Le Pen et Jordan Bardella avaient senti que nos compatriotes voulaient passer à autre chose, et force est de constater que les sondages leur donnent raison, que sur le terrain, moi j'ai fait du terrain le week-end dernier, et les gens étaient plutôt d'accord avec le fait de ne pas avoir censuré, donc ils ont eu raison, et c'est non pas que j'avais tort sur l'analyse du budget, mais la censure dépasse la seule question budgétaire, même si parfois elle peut le submerger. Jean-Philippe Tanguy, parlons maintenant d'un homme qui fait beaucoup parler, qui parle beaucoup également. Je parle de Bruno Retailleau, et qui le dit à nos confrères du Parisien ce matin dans une interview. Je n'ai pas de frontières. Ce qui est sûr dans mon action au ministère, c'est que j'arrive à convaincre autant les électeurs macronistes que ceux du Rassemblement national. Arlette Chabot. Oui, il vous pose un problème, Bruno Retailleau? Ça me pose un problème parce qu'il fait croire à des gens de bonne foi qu'il va faire quelque chose alors qu'il fait rien. Ça marche, alors si vous dites qu'il fait croire, ça veut dire que ça marche quand même. Il y a un phénomène, on voit bien les sondages. Les gens sont tellement étouffés, mais vous savez, je pense que nos compatriotes avaient tellement assez d'avoir des ministres, qui n'avaient même pas le courage de dire ce qu'ils pensaient. D'avoir un ministre qui parle comme le Rassemblement national, c'est plus agréable aux oreilles de nos électeurs que d'entendre un gauchiste ou un centriste mou. Voilà, il ne va pas les récupérer, vos électeurs. Mais non, parce qu'il ne fera rien. Mais il ne fait déjà rien. Donc, qu'est-ce qu'il a fait concrètement depuis qu'il est arrivé, M. Retailleau ? Il a fait une circulaire de régularisation des clandestins. Alors, elle est un peu plus dure. Pour limiter la régularisation, les conditions. Non, mais, il est revenu au système pendant 20 ans. Bon. Donc pendant 20 ans, il y a eu beaucoup trop de clandestins en France. D'ailleurs, il disait lui-même, il y a 20 ans, il disait déjà qu'il y avait trop de clandestins, M. Retailleau. Donc il fait ce qu'il dénonçait quand il était dans l'opposition. Donc tout ça n'a pas beaucoup de sens. Donc quand il était dans l'opposition à M. Macron, il était pour aucune régularisation comme le Rassemblement national. Maintenant, il fait une circulaire pour régulariser des clandestins. Donc il trahit sa parole. Il s'est fait piéger en voulant faire... Pas une circulaire, il durcit la régularisation. Soyons... passe de 5 à 7 ans. Intellectuellement honnête. J'ai dit qu'il était revenu à l'état d'avant. Oui ou non? Oui, il revient à l'état d'avant. Il y a des conditions, le mode de vie. Madame Chabot, il y a des conditions quand même. Il n'y a pas de problème s'il y a des gens qui veulent. Il y a des gens. Oui, ça on verra. Il y a des gens. Non, mais ça fait 30 ans qu'on entend que maintenant, pour être régularisé, il faut parler français et qu'on régularise des gens qui parlent absolument pas français, en tout cas pas à un niveau qui permette une assimilation correcte. Et quant aux valeurs de la République, c'est du baratin. Il n'y a aucun respect des valeurs de la République. Mais il était contre la régularisation de Mme Chabot. Il y a des gens qui disent aux élections
Moi, je suis pour régulariser au bout de 7 ans. Soit je suis contre eux, je ne suis pas d'accord, mais ils font, comment dire, ils disent ce qu'ils vont faire. Monsieur Retailleau avait dit, je suis contre la régularisation des clandestins, reprenant, imitant déjà la doctrine et les valeurs de Marine Le Pen, à savoir on ne peut pas récompenser un étranger qui est rentré ou qui s'est maintenu sur le territoire de manière illégale. À titre individuel, les clandestins peuvent être sympathiques et travailleurs, mais ce sont des délinquants. Voilà, ils sont rentrés sur le territoire par exemple, de manière au rétablissement illégale. du délit de séjour irrégulier. Mais c'est pas fait ça. Non, mais attendez, vous auriez fait mieux, vous, en Bah 3 oui, mois c'est-à-dire qu'on aurait fait, parce que le problème de M. Retailleau, c'est son péché originel, lui qui aime cet enracinement et cette culture judéo-chrétienne, c'est qu'il a menti aux électeurs en disant qu'il ne soutiendrait pas et qu'il ne pourrait pas participer à un gouvernement de M. Macron parce qu'il n'aurait pas les moyens de sa politique. Donc pendant 7 ans, il a dit « je ne serai pas ministre de M. Macron » parce qu'un ministre de M. Macron, c'est le faux-né du centrisme, du fédéralisme, de l'immigrationnisme, et pour avoir une voiture avec chauffeur et les ordres de la République, il a trahi sa parole. Mais qu'est-ce que ne fait pas Bruno Retailleau que vous feriez et que vous auriez fait aussi vite en moins de 3 mois au pouvoir? Ah bah on aurait fait en 1 mois un référendum sur l'immigration, puisqu'on l'aurait fait le jour des élections législatives. Mais oui, mais ça change tout, Madame Chabot. Parce que tant que par référendum, le peuple français n'a pas réaffirmé son droit et son devoir de protéger sa nation et de réaffirmer sa souveraineté contre les juges, contre qui nécessite quand même une modification de la Constitution et qui ne se fait pas en 1 mois, par ailleurs, aussi. C'est totalement faux. Et je vais vous montrer à quel point ils sont hypocrites. Aujourd'hui, on parle d'un référendum, l'article 11, donc celui que Marine Le Pen voulait utiliser sur l'immigration, pour faire un référendum sur les écrans. Donc on nous explique que l'article 11 dit qu'il faut un motif économique ou social, que l'immigration ne rentre pas dans l'économique ou pas dans le social. J'attends toujours qu'on me démontre en quoi l'immigration n'est pas un phénomène économique ou n'est pas un phénomène social. Et on veut faire un référendum sur les écrans, qui n'est ni un phénomène social, ni un phénomène économique, c'est un phénomène sociétal. Bon, il se trouve que lorsque la Constitution a été écrite, si vous reprenez le dictionnaire de l'Académie française de l'époque, le mot sociétal n'existe pas dans le vocabulaire du général de Gaulle. C'est un mot qui est apparu après. Donc qu'on ne nous fasse pas le coup de dire M. Macron veut faire son caprice sur un référendum sur les écrans, qui n'est quand même pas la priorité nationale, et qu'on ne peut pas le faire sur l'immigration. Tout ça, ce sont des faux jetons. La réalité, c'est qu'ils ne veulent pas faire de référendum sur l'immigration. Tous les prétextes sont bons. Pendant 10 ans que je faisais de la politique comme militant avec M. Dupont-Aignan, les mêmes nous ont dit que c'était indigne, immoral, indigne de la République de faire un référendum. Bruno Retailleau dit ce matin qu'il encourage le président de la République à le faire. Parce que l'article ne veut pas. L'article peut le permettre, c'est n'importe quoi, c'est un mensonge. Et quand j'entends des commentateurs comme M. Attali, qui a trahi la France à peu près tous les jours depuis qu'il a les moyens de commettre ses méfaits, nous dit « Ah oui, le général de Gaulle a utilisé l'article 11, mais il avait tort. » Donc M. Attali a tellement le melon et tellement, content de lui-même, satisfait de lui-même, qu'il prétend connaître mieux la Constitution de la Ve République que le général de Gaulle. Mais juste mon modèle, c'est plus de Gaulle pour répondre à la question d'Arlette Chabot, Jean-Philippe Tanguy, est-ce que vous craignez qu'il siphonne certaines de vos voix? Je vais citer quelqu'un que vous tenez particulièrement dans votre cœur, un certain Jean-Luc Mélenchon, qui le dit ce matin. Le surgissement de M. Retailleau modifie la donne présidentielle. Voilà ce qu'il dit. Madame Le Pen est moins assurée d'être au second tour. Il chasse sur les mêmes terres. Est-ce que, finalement, à vous entendre, et vous êtes certain à dire, plus en off qu'en on, devant la caméra, mais qu'effectivement, il y a un phénomène Retailleau qui pourrait vous contrarier vos plans dans quelques années? Moi, j'ai pas dit ça en off. Voilà, je veux que ce soit clair. Oui. Non, mais je veux que ce soit clair pour ceux qui nous écoutent. J'ai pas un double discours. Non, mais monsieur, merci, en fait. Ça m'arrive rarement. Mais je veux remercier M. Mélenchon de donner le poteau rose. Voilà. Oui. Effectivement, il serait ravi, M. Mélenchon, qui sait qu'il serait battu à plat de couture par Marine Le Pen, d'avoir M. Retailleau comme adversaire, parce que ce serait l'inverse. M. Retailleau ferait au second tour un score très décevant pour une simple raison, c'est qu'il n'est pas aligné avec la société française sur beaucoup de sujets. Voilà, donc moi je le dis, M. Retailleau, c'est Sarkozy, avait donc la trahison de toutes les valeurs, de tous les programmes, mais en plus contre le droit à l'avortement, contre le mariage pour tous, contre le droit des femmes, contre la lutte contre un certain nombre de discriminations qui ne sont pas inventées, qui peuvent exister. Bon, bref, voilà. Bon, donc on a connu Sarkozy, finalement. Et Sarkozy n'a rien fait. A empêché le RN. Mais ça, je vous reconnais volontiers d'arriver au second tour. Que M. Sarkozy a pu tromper des électeurs de bonne foi une fois. Mais moi, je ne crois pas qu'on trompe la France 2 fois. Donc M. Sarkozy a pu, et encore, je pense qu'il y avait d'autres raisons, détromper un certain nombre d'électeurs qui en avaient assez de voir leurs idées pas appliquées. C'est dire, bon, mieux vaut appliquer un peu avec Sarkozy que pas du tout avec Jean-Marie Le Pen. Mais ils ont vu quoi? Que Sarkozy, c'était comme les autres. Et M. Retailleau, en trahissant
son engagement de ne pas travailler avec M. Macron, s'est compromis comme les autres. Moi, j'ai une anecdote personnelle, puisqu'on est dans les off. Quand... Oui. Des off qui deviennent on avec vous. Oui. Hein. Ouais, mais moi, ça m'arrive souvent. Non, mais c'est un faux off, parce que c'est politique. Quand M. Dupont-Aignan, en 2017, a eu le courage de soutenir Marine Le Pen contre Emmanuel Macron, M. Retailleau s'était engagé à le soutenir dans un deuxième temps avec M. Villiers, d'ailleurs. Et on les attend toujours. Voilà. Donc, ce sont des gens qui, sciemment... Ce que vous dites, c'est que Bruno Retailleau s'était engagé à soutenir... Dupont-Aignan. Nicolas Dupont-Aignan, oui, dans un deuxième cette temps, démarche. en disant par devant, on est derrière toi. Et on attend toujours. Encore, on a regardé derrière nous avec Nicolas Dupont-Aignan. Il y avait beaucoup de Françaises et Français honnêtes et de bonne foi. Il n'y avait ni M. Retailleau, ni M. Villiers d'ailleurs à l'époque. Tout le monde peut se tromper, mais enfin, il y a un moment, les leçons, ça suffit. Et rebelote en 2022, où était M. Retailleau pour faire barrage à Macron? Parce qu'on peut dire, en 2017, on ne savait pas, M. Macron, tatati tatata. Non, mais en 2022, on savait qui était M. Macron. Donc M. Retailleau, sciemment, n'a pas fait barrage à M. Macron et avec sa cohorte immigrationniste, laxiste, et aussi, faut-on le rappeler, la trahison des grands intérêts économiques de l'État. Parce que moi, j'aimerais bien entendre M. Retailleau sur comment il peut travailler pour un président de la République qui a soldé Alstom, Technip, Lafarge, et qui est en train de faire pareil avec Atos. Parce que moi, je lance une alerte aujourd'hui. Monsieur Macron et ses amis au gouvernement, dont M. Retailleau est caution et solidaire, sont en train de saccager Atos, un des joyaux économiques de la France et des technologies souveraines, au nom évidemment pour le sauver, mais en le sauvant, il le tue. Retour sur le plateau de l'événement du dimanche, toujours avec notre invité Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme, membre du Bureau national. Et je le disais en introduction tout à l'heure, vous avez été élu député de l'année par la publication Le Trombinoscope, l'annuaire professionnel du monde politique. À vous, élu député de l'année, cette enquête du Figaro qui révèle une forme de vente des primes à l'Assemblée nationale, vous fréquentez souvent ces couloirs et cet hémicycle, qui révèle que 76 députés, dont des poids lourds, dont Marine Le Pen, dont Laurent Wauquiez aussi, soyons justes, ou encore François Hollande, ont participé à 10% au moins des votes dans l'hémicycle depuis juillet 2024. Regardez ces chiffres, un absentéisme quand même important. Vous êtes à 57% de votes depuis juillet dernier, sur 798 votes au total. C'est pas un peu le moment de donner l'exemple, franchement, cet hémicycle délaissé, il n'y a pas un problème? Enfin, sur Marine Le Pen, c'est quand même de mauvaise foi, car vous savez pas vous, mais l'article du Figaro, je l'ai signalé à l'intéressé, le journaliste, parce qu'elle avait son procès. Donc bon, j'ai trouvé ça vraiment de mauvais goût, de pas dire aux lecteurs du Figaro que Marine Le Pen n'était pas chez elle, contrairement peut-être à François Hollande, mais était à son procès. Et tous les journalistes qui ont suivi le procès ont reconnu qu'elle avait été assidue et qu'elle était venue se défendre ceux qui étaient injustement accusés avec elle. Elle peut pas, donc elle n'a pas encore le don d'ubiquité. Et Marine Le Pen avait de très bonnes statistiques avant ce procès et en dehors. Donc je trouve que là, franchement, cet article était vraiment à charge. Et c'est dommage parce que la personne qui l'a écrite sait très bien où était Marine Le Pen. Bon, sur le fond, par contre, il y a un vrai sujet. C'est c'est l'humiliation du Parlement. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, il y a une vague d'ennui au Parlement, parce qu'en fait, depuis que M. Macron a été déjugé dans les urnes 2 fois en 2022, aux législatives en 2022 et en 2024, en fait, le gouvernement choisit d'éviter le Parlement. Donc, mais c'est un peu contre-intuitif, parce qu'on dit que c'est finalement un parlementarisme de la vie politique française, que le Parlement est au centre de tout, et finalement, effectivement, on s'aperçoit que oui, mais moi, régulièrement, les bancs sont vides. Vous avez raison, c'est totalement contre-intuitif, et permettez-moi, je suis désolé de parler de moi, mais au lendemain des élections, j'avais dit à la presse anglo-saxonne que le Parlement allait devenir un trou noir, parce que je connais l'État français, l'administration française, et il y a en fait en France un anti-parlementarisme d'État. Donc la haute administration française, et un certain nombre de dirigeants qui en viennent d'ailleurs, estiment que le Parlement est une contrainte, qu'on est des emmerdeurs, qu'on est nul, qu'on représente les Français, que les Français comprennent rien. Donc à travers leurs représentants, évidemment, les Français, de leur point de vue, ne comprennent rien non plus. Donc voilà, on a ce mépris de toute la démocratie et de la démocratie représentative qui est, incarné par une part de cette haute administration et par ces relais politiques. Et d'ailleurs, ceux qui sont élus députés de cette clique ne supportent pas être députés. Vous voyez, Madame Borne, qui s'était engagée à faire du terrain, rester députée, c'est fini. Hop, dès qu'elle a pu redevenir ministre, elle est devenue ministre. Parce qu'en fait, être députée, pour la hiérarque bonarien Madame Borne, c'est pas possible. Voilà, faire des permanences et voir des électeurs. Je laisse mettre de votre propos, mais bonarien, sans tomber dans Madame l'insulte. Borne, elle a reconnu d'ailleurs elle-même sur l'éducation qu'elle y connaissait rien, mais en fait, elle est Madame Borne, et
sans doute la dirigeante française la plus incompétente des 10 dernières années sur tous les sujets. Elle a fermé Fessenheim sciemment, en disant c'est pas moi, je ne connais pas, alors qu'elle est polytechnicienne. Donc nullissime. Et elle a ruiné l'État, on en reparlera avec le déficit, puisque les 2 années qu'elle a préparé les budgets, c'est les pires, avec Gabriel Attal, oui. Donc oui, Madame Borne, bonne à rien. Et je vous laisse encore une fois maître de vos propos. Je leur dirai une 3e fois s'il faut. Et donc, comme elle n'aime pas être confrontée à ses collègues députés qui lui rappellent son triste bilan, tout de suite, elle s'est fait élire ministre. Et c'est comme ça de M. Darmanin, la main sur le cœur, qui avait dit « Je veux redevenir député de Tourcoing, j'ai des choses à faire à Tourcoing ». Vous pouvez retrouver les déclarations. Et dès qu'il a pu, il est redevenu ministre. Voilà, ce sont des gens qui n'ont pas de respect pour la fonction parlementaire, qui ne veulent être dans l'État avec la haute fonction publique, qui fait la pluie et le beau temps, et donc il contourne le Parlement. Et donc cet anti-parlementarisme d'État est très grave, parce que les Français ont clairement exprimé, y compris en participant largement à ces élections pour une fois, qu'elles voulaient que le Parlement reprenne du pouvoir. Et le gouvernement, au lieu d'en tenir compte, de cet événement historique quand même, de cette volonté des Françaises et des Français de redonner du pouvoir aux députés, contourne le Parlement et ne présente pas de texte à la hauteur. Je vais vous donner un exemple, comme un problème de fond. Je parlais du nucléaire. Ça fait 2 ans que le Parlement n'est pas saisi de la politique énergétique de la France. C'est dans la loi, on devrait être saisi, on devrait en discuter, on n'est pas saisi. Et je peux vous multiplier les exemples. Par contre, on nous fait voter 2 jours sur les tickets restaurants. Non pas que c'est pas important, mais ça devrait être réglé en 2 heures. Ça devrait être réglé en 2 heures. Juste donc, parenthèse, si Marine Le Pen était élue présidente de la République, vous ferez quoi? Si vous êtes nommé, totalement la politique inverse. Si vous êtes nommé dans un ministère, ce qui n'est pas complètement à exclure, vous ferez quoi? Vous êtes élu député? Mais nous, on a un respect profond du Parlement. Tout programme du Rassemblement national, c'est la défense de la proportionnelle, la défense du pluralisme, du débat parlementaire. Tout l'esprit, même, excusez-moi, le comportement du groupe Rassemblement national à l'Assemblée prouve le respect de ce Parlement. Déjà, une demande d'assiduité. Alors, tout à l'heure, on a entendu 57%. Ça peut paraître peu comme participation au vote, mais en fait, c'est beaucoup parce qu'on vote beaucoup à l'Assemblée nationale. Il y a des votes tout le temps. Il suffit de sortir 5 minutes pour rater des votes. C'est-à-dire, si vous êtes nommé ministre, vous ne direz pas non, quoi. Voilà. C'est pas ce que j'ai dit, Madame Chabot. J'ai pas dit qu'il fallait pas devenir ministre quand on était parlementaire. Non, je me permets de préciser ma position. Je ne suis pas contre le fait que des parlementaires deviennent ministres. C'est pas ce que j'ai dit. Vous avez des gens qui se font réélire députés la main sur le cœur en disant cette fois j'étais ministre. C'est l'inverse. J'étais ministre. Maintenant je vais me consacrer au terrain. Qui au bout de 3 mois redeviennent ministres parce qu'en fait ils veulent la voiture. Ils veulent le cabinet, ils veulent le directeur de la com, ils veulent le majordome, ils veulent le ministère et servir les Françaises et les Français, ils s'en moquent. Avançons, Jean-Philippe Tanguy. Et donc cette alerte de la Cour des comptes, Arlette Chabot, qui dénonce des dépenses publiques, je le disais, hors de contrôle et qui voit la France au pied du mur. Alors vous connaissez parfaitement le rapport de la Cour des comptes. C'est une nouvelle alerte de son président Pierre Moscovici qui dit effectivement que la dépense publique n'est pas tenue. Est-ce que vous dites la même chose? Qui considère qu'il sera difficile de rester sur l'objectif fixé par le Premier ministre pour le déficit budgétaire de cette année, 5,4, et surtout l'année prochaine et les années qui suivent, il va falloir sérieusement couper dans les dépenses. Si vous étiez au pouvoir, tiens ministre, vous auriez accepté d'être à Bercy, vous dites voilà ce qu'il faut couper là où il y a des dépenses inutiles? Bien sûr, les dépenses sont hors contrôle. C'est le 7e rapport de la Cour des comptes depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir qui dit la même chose. La dépense n'est pas contrôlée et là effectivement on atteint la cote d'alerte. Je suis assez satisfait de ce rapport parce qu'on a une commission d'enquête en ce moment à l'Assemblée nationale qui raconte n'importe quoi. Depuis 2 mois, le Rassemblement national est le seul à contester comment ça se passe, parce qu'on dit que c'est un problème de recettes, un problème d'impôts, que ce soit la Macronie qui dit le dérapage des finances publiques. Les recettes ont été surestimées par Bercy. C'est un problème de surestimation des recettes. Et la gauche, évidemment, dit pareil parce qu'ils veulent justifier leurs impôts. Donc on a 2 forces politiques, l'extrême centre macroniste qui dit c'est pas nous, c'est Bercy qui s'est trompé sur les prévisions, et la gauche qui dit c'est bien la preuve qu'il faut plus d'impôts, qui raconte n'importe quoi. Alors que l'évidence, depuis 2 mois, il y a tout le monde peut voir ces propos publics. Je dis mais arrêtez de mentir. C'est pas un problème de recettes, c'est un problème de dépenses. Donc la Cour des comptes vient justifier l'analyse du Rassemblement national. Une dépense hors contrôle. Où coupez-vous les dépenses? Eh bien nous on s'attaque au grand tabou de la dépense publique. Ce sont des dépenses qui en fait montent toutes seules. L'immigration. S'attaquer frontalement à l'immigration, priorité nationale sur les aides sociales, priorité sur l'aide médicale d'État par exemple, mais vous savez que c'est symbolique, c'est un petit montant. Voilà, c'est un tout petit montant. C'est un petit montant, mais vous avez toutes les aides sociales françaises, Madame Chantrey, c'est pas que l'AME. Derrière l'AME, en fait, les hôpitaux ont des comptes spéciaux
qui traite beaucoup. Il faut une grande réforme du système de la tout changer sur santé. l'immigration. Il faut tout changer. C'est-à-dire qu'il sur la santé, qu'est-ce que vous coupez dans les dépenses? Vous réformez l'hôpital? Écoutez, de toute façon, c'est assez mathématique. Il y a 10% d'étrangers en France. Bon, ça a un poids sur le système de santé. Voilà, il faut être complètement idéologue pour ne pas voir cela. Je veux dire, si vous êtes parisien, si vous êtes à Amiens, si vous êtes à Lille, et quand une fois j'ai eu un accident à Hanoï, je suis arrivé à l'hôpital à côté de Bastille, spécialisé dans l'ophtalmologie. Bon, il n'y avait pratiquement que des étrangers, en tout cas ils ne parlaient pas français, aux urgences de cet hôpital. Voilà. Et dire l'inverse, c'est complètement se fausser sur la réalité de l'immigration sur l'hôpital public. Et d'ailleurs, si on a un tel soutien des Français, c'est que une majorité de nos compatriotes, y compris de gauche, ne supportent plus cette espèce de lavage de cerveau en permanence où on explique que d'avoir autant d'immigration en France qui n'est pas formée, qui n'est pas une immigration de travail, qui n'est une immigration familiale, une immigration pseudo-humanitaire, une immigration où même ceux qui viennent étudier en France une partie n'étudie pas vraiment ensemble, a un poids sur toute la structure sociale française. Et puis de toute façon, puisqu'ils ont raison sur tout et qu'on a tort, on verra. C'est-à-dire que, effectivement, quand on sera au pouvoir, on fera cette grande réforme de la priorité nationale, de fin de l'immigration à guichet social, et on verra si on avait raison ou tort. Si on avait tort, je disparaîtrais du paysage politique. Comptez sur moi. Après, deuxième pilier, je pense qu'on aura raison. Deuxième pilier des économies, c'est l'Union européenne. Ça, il n'y a que le Rassemblement national qui en parle. On ne peut jamais parler de l'Union européenne. Je pense que c'est nettement insuffisant. Écoutez, c'est 24 milliards d'euros. Par exemple, question de méthode. François Bayrou dit pour la préparation du budget 2026, on va tout remettre à plat. Oui. On parle, on va prendre, chaque ministère va reprendre budget blanc, on repart de zéro et on regarde ce qui est utile et pas utile. Est-ce que vous trouvez que sur ce plan-là, la méthode est intelligente? Mais si elle est appliquée, oui. D'ailleurs, c'était sur votre plateau, j'avais proposé cette méthode, qui vient pas de moi. C'est-à-dire, j'avais reconnu que c'était une méthode de Thierry Breton, quand il était ministre des Finances, qu'il avait appliquée. Ça avait fonctionné. Efficace. Donc ça, c'est bien. Donc vous voyez, moi, je ne m'approprie pas le travail des autres, mais je l'avais déjà dit à l'époque que c'était le début. Donc je suis très content, et c'est vrai que M. Bayrou nous écoute plus que M. Barnier sur les économies. Les 3 milliards qu'il a fait d'économies sur les agences venaient de la note que lui avaient remise Marine Le Pen et Jordan Bardella. Vous lui reconnaissez donc un bon point. Vous le traitez de malin renard, je crois, dans le Parisien. Sur la tactique. Sur la tactique politique. Mais sur le fond, oui, il prend un certain nombre de mesures. Tant mieux. Moi, je suis pour qu'on fasse 3 milliards d'économies sur les agences. Alors qu'un mois avant, on nous avait dit... Pareil, tout est public. C'est pas possible, les 3 milliards que vous proposez. C'est pas comme ça que ça marche. Vous, Monsieur Tanguy, vous n'y connaissez rien. Mon collègue Mathias Renaud avait proposé cela. Pareil, soi-disant, comprenait rien. Comme par miracle, un mois après, c'était possible de le faire. Je reprends juste la question d'Arlette. L'Union européenne. L'Union européenne, d'accord. 24 milliards d'euros. On en perd entre 9 et 12 après les retours. Est-ce qu'il y a un tabou sur la fonction publique au Rassemblement national? Est-ce que vous êtes tous d'accord et sur la même ligne? Quand on entend Marine Le Pen et Jordan Bardella, on en doute un petit peu. Jordan Bardella qui est tenté par ce qu'a mis en place Donald Trump, on y reviendra aussi avec Arlette un peu plus tard, sur le ministère de l'efficacité gouvernementale, porté aussi par Éric Ciotti. Et Marine Le Pen, elle dit c'est un truc de droite. C'est un truc de droite de couper dans les fonctionnaires. Quelle est votre ligne? Quelle est la ligne du RN là-dessus? Faut-il moins de fonctionnaires en France? Mais en fait, c'est pas. Moi, j'avais réutilisé l'expression dégraisser le mammouth. Et on n'a pas attendu M. Musk ou M. Trump. Jordan Bardella l'avait proposé aux législatives. C'était le grand audit de l'État. À l'époque, on nous a raillés. On avait évidemment raison. Et Marine Le Pen, en 2022, elle m'avait fait confiance pour co-rédiger son rapport économique. Ça n'a pas changé. Il faut que l'État soit à la bonne place. Mais le problème, ce que a dit Marine Le Pen dans votre émission avec M. Rochebin, c'est que c'est trop facile de jeter en pâture comme ça les fonctionnaires. La vraie question, c'est les fonctions. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on réforme dans l'État qui permette de baisser le nombre d'agents ou les remettre sur le terrain. Envoyer en pâture, tiens, c'est ce qu'avait fait M. Sarkozy, et c'est sans doute ce que propose M. Retailleau, je l'ai entendu ce matin dans une émission concurrente. Jeter en pâture des fonctionnaires, ce qui finit à la fin, comme avait fait M. Sarkozy, de diminuer le nombre de soldats, de diminuer le nombre de gendarmes, de douaniers, d'enseignants, de policiers. Qu'est-ce que ça a fait comme conséquence? François Hollande qui a recruté partout. Donc ça, c'est la conséquence de M. Sarkozy, zéro économie. Parce qu'ils ne font pas de réformes structurelles. Donc, les réformes structurelles, supprimer les agences. Alors maintenant, tout le monde le dit, mais qui l'a dit en premier? Marine Le Pen. Et supprimer la quasi-totalité des agences, pas une petite agence par là. Là, M. Bayrou a voulu supprimer l'agence du bio.
eh ben, ça n'a même pas tenu. C'est-à-dire même supprimer l'agence du bio, c'est quelques personnes qui peuvent très bien, alors que le ministère de l'Agriculture est très bien à même de faire ça, ou que la filière du bio peut très bien financer elle-même si elle veut faire la promotion de ses produits. Même ça n'a pas été supprimé. Donc, vous n'êtes pas un adepte de la hache, vous n'êtes pas un adepte de Milei, vous n'êtes pas un admirateur d'Elon Musk qui, avec bien coupé ou licencié des fonctionnaires du jour au lendemain. Monsieur Musk, il a l'éducation politique d'un citoyen sud-africain, et l'État sud-africain, excusez-moi, c'est pas l'histoire française. Monsieur Milei, il a l'éducation politique d'un Argentin, l'Argentine, c'est pas l'État français. Enfin, un eurodéputé de votre camp, du RN, va y aller, visiblement. Non, selon un écho de la tribune, va se rendre en Argentine. C'est quoi, pour prendre quelques leçons, s'inspirer? Je ne pense pas que ce soit pour prendre des leçons, mais il peut toujours y avoir des bonnes idées partout, c'est pas ce que je dis. Mais la relation avec l'État n'est évidemment pas le même, et surtout, on peut lancer en pâture, comme le font, enfin non, on peut pas d'ailleurs, mais nos adversaires le font, les fonctionnaires à la vindicte populaire. Les fonctionnaires, sauf un certain nombre, une toute petite caste tout en haut, ils obéissent à l'État. Donc ils sont là, on les a mis. Donc c'est pas la faute des fonctionnaires s'il y a une bureaucratie des agences régionales de santé. Pendant le Covid, on a redonné le pouvoir aux hôpitaux, ça fonctionnait mieux. C'est ce qu'on propose. C'est pas de la faute des agents publics si on a créé le millefeuille territorial où les pauvres fonctionnaires de terrain, moi je le vois au quotidien, j'étais encore à Corbie avec le personnel municipal qui s'occupait du marché, mais ils savent même plus à qui obéir, les pauvres. Voilà. Bon, donc il y a le maire, il y a l'intercommunalité, il y a des syndicats. Il faut simplifier. Donc. Mais là, c'est même pas simplifier. Il faut proposer un vrai choix aux Français, comme le faisait Marine Le Pen. Commune, département, État, et le reste, on s'arrange avec les préfets. Tout cela pour fonctionner très bien. Parce que le problème, c'est pas tant finalement, à la fin, on peut alléger la fonction publique. Mais vous savez, il manque de soignants, il manque de personnes pour les EHPAD. Donc je ne suis pas sûr qu'à terme, il y aura moins de fonctionnaires. Par contre, là, on en a besoin. Où va la dépense publique exactement? Mais c'est aussi... En fait, il y a beaucoup de dépenses pour rien. Quand vous avez plein de normes, quand vous avez des fonctionnaires qu'on balade d'un bureau à l'autre, par exemple, avec les grandes régions, des gens d'Amiens qu'on fait venir à Lille, c'est une demi-journée de perdu. C'est tout ce temps inutile, tout cet argent inutile, toutes ces normes, ces changements de logo, l'application des règlements. C'est ça qui coûte une fortune. J'avais trouvé une étude qui a été reprise une fois de plus par Monsieur Bayrou, donc il a des bonnes lectures. C'est Marine Le Pen. Oui. C'est Marine Le Pen qui lui avait donné cette étude. Ça a été le coût de la surnormalisation, de la surréglementation du millefeuille administratif, c'est 4 points de PIB en France, et donc, 60 milliards d'euros, c'est 120 milliards d'euros, pardon, c'est considérable. Ouais. Jean-Philippe Tanguy, il faut qu'on avance. Et on ne peut pas ne pas évoquer avec vous cette visite la semaine prochaine de Jordan Bardella à Washington. Il se rendra à la convention des conservateurs américains. Arlette Chabot, ça nous a inspiré quelques questions. Non, parce qu'on se demande si vous êtes redevenu, vous aussi, trumpiste. Marine Le Pen avait pris ses distances. Là, Jordan Bardella va s'exprimer devant la convention des conservateurs, les républicains. Vous dites finalement, il faut s'inspirer de Donald Trump? Je pense pas, non. Non. Ah non? Non, mais c'est-à-dire que Donald Trump dirige la première puissance américaine. Ne pas parler à l'administration américaine, ce serait ridicule, mais je suis persuadé que si on avait été invité par l'administration Biden, nous serions aussi venus échanger, s'exprimer, ou avant, avec le premier mandat Trump, Marine aurait pu parler avec M. Obama. Il ne faut pas s'en inspirer, mais il y a eu une grande convention, notamment des patriotes européens, avec Marine Le Pen, à Madrid il y a 15 jours, avec ce slogan « Make Europe Great Again », qui est directement inspiré de la campagne américaine de Donald Trump. Et le discours de Marine Le Pen, que j'ai écouté attentivement, dit l'inverse. Voilà. C'est-à-dire que Marine dit « c'est pas l'Europe qui doit redevenir formidable à nouveau, puisque l'Europe n'a jamais existé comme entité politique. C'est les nations d'Europe. Elle a été très claire dans son discours. C'est les nations d'Europe qui, parce qu'elles sont libres et qui coopèrent entre elles, peut renouer avec un grand destin. Elle l'a dit très clairement. Le génie européen, c'est que chaque nation, chaque peuple ait fait leurs génies nationaux. Chopin en Pologne, Cervantes en Espagne. Cervantes, c'est pas un écrivain européen, c'est un écrivain espagnol au sein de plusieurs civilisations. Jean-Philippe Tanguy, que direz-vous lorsque Donald Trump annoncera effectivement une hausse des taxes, 25% sur les importations venues d'Europe, et qu'il y a des producteurs français, des agriculteurs, de ceux qui vendent le vin, qui seront touchés? Qu'est-ce que dira le Rassemblement national? On dira que M. Trump, malheureusement pour nous, défend ses intérêts. C'est exactement ce qu'a dit Jordan Bardella. Alors vous dites malheureusement pour nous, vous regretterez cette décision? Bien sûr qu'on regrettera cette décision, mais j'ai regretté la décision de M. Obama, qui, avec le droit extraterritorial américain, a fait payer 10 milliards d'euros de fausses amendes à la BNP, a pompé les brevets d'Alstom, a détruit techniques pour prendre le meilleur et nous refiler le reste. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ce cas-là, il faudra répondre, il faudra nous aussi taxer des produits américains. Marine Le Pen a été la première dirigeante politique, même
en Occident, a annoncé la nécessaire démondialisation des économies, la régionalisation des économies, pour des raisons sociales évidemment, pour récupérer des bons salaires pour nos salariés, pour reproduire en France, pour garantir la vraie écologie, puisque je vous rappelle que 50% des émissions de gaz à effet de serre de la France, ce sont des importations. Donc le premier mouvement écologique, c'est reproduire localement. Marine Le Pen avait défendu à l'époque le localisme, sous les critiques de soi-disant experts de mes deux. Et la réalité, c'est qu'elle a toujours eu cette intuition et cette analyse concrète que M. Trump ne fait que transfigurer dans les faits. Donc oui, il faut démondialiser, il faut ramener les chaînes de production le plus proche possible des lieux de consommation, il faut réindustrialiser la France, il faut redonner confiance à nos agriculteurs, et pour ça, il faut aussi rompre avec la doctrine, l'escroquerie repeinte en vert de la communauté de l'Union européenne, qui en fait est une décroissance et qui nous empêche de produire. Là, j'ai entendu une très bonne interview du directeur de l'Agence internationale pour l'énergie, qui a regretté les délais du nucléaire en Europe en disant c'est uniquement à cause, je cite, de réglementation folle. Il y a Donald Trump, il y a aussi son vice-président qui a marqué les esprits ces dernières heures, J.D. Vance, avec un discours, un plaidoyer pour la liberté d'expression, Arlette, et des mots et un soutien appuyé à votre ancien allié, l'AfD allemand, dont vous vous êtes détaché. Ouais. Est-ce que vous regrettez de vous être séparé un peu de l'AfD, parce que finalement... Non, pas du tout. Pas du tout, non. Ça vous choque que Elon Musk ou que le vice-président américain se mêle de nos affaires? Oui. Ah bon, qui se mêle de l'AfD. Si les Allemands veulent continuer à être totalement soumis à l'atlantiste comme ils le sont depuis un demi-siècle, qui continuent comme ça. Voilà, bon. Moi, j'ai pas à me mêler des affaires allemandes. Ce n'est pas ma conception de la souveraineté nationale. Vous choque ou pas les Allemands ont des... soutiennent l'AfD. Mais madame... dont vous vous êtes séparés. Mais moi, ce qui me choque, si vous voulez, c'est toutes les ingérences étrangères. J'ai été président d'une commission d'enquête parlementaire sur les ingérences étrangères. La rapporteure, Madame Le Grip, macroniste, a écrit « Les ingérences américaines sont par nature à la lisière des ingérences étrangères ». Pourquoi ? Parce que les macronistes, quand c'était M. Biden, considéraient que les États-Unis ne se mêlaient pas de nos affaires. Toutes les ingérences sont contestables. Les ingérences chinoises et russes sont insupportables parce qu'elles viennent de pays totalitaires ou de dictatures qui sont en opposition frontale avec nous. Les ingérences américaines sont plus vicieuses parce qu'elles ont l'air amicales. Elles ont l'air amicales, elles ne sont pas amicales. Les États-Unis défendent leur intérêt. Est-ce que c'est de la faute du Rassemblement national si quand l'administration Obama fait une amende de 10 milliards d'euros. Est-ce qu'on se rend compte que c'est une amende de 10 milliards d'euros contre une banque française, donc contre des épargnants français? Personne ne dit rien à part le Rassemblement national. Quand Alstom, nos centrales nucléaires, passent sous contrôle de maintenance américain à cause de M. Hollande et M. Macron, qui dit quelque chose à part le Rassemblement national? Personne. Voilà. Donc les ingérences américaines. Que l'administration s'ingère aujourd'hui dans notre administration. Que l'administration Trump est en train de s'ingérer dans nos affaires. Mais toutes les administrations européennes se sont ingérées dans nos affaires. Les pays européens ont des soldats américains sur leur sol. Et la France a été protégée des ingérences américaines par le général de Gaulle. Les Américains d'ailleurs ont voulu lui régler leur compte. Les historiens aujourd'hui l'ont prouvé, malheureusement. Personne n'a d'ailleurs réagi. Quand madame Merkel ou M. Sarkozy sont sous écoute des États-Unis, personne ne dit rien, personne ne réagit, à part le Rassemblement national. Donc le problème, c'est pas Trump et Musk, c'est la lâcheté du paysage politique français en dehors du Rassemblement national. Merci. Contre les ingérences. Nous, on est contre toutes les ingérences. Et c'est parfaitement clair. Merci beaucoup, Jean-Philippe Danqui, d'avoir été notre invité. Merci.